J'ai 34 ans. Je n'avais même pas envie de dîner ce soir-là. La semaine avait été longue, celle qui vous laisse le corps épuisé mais l'esprit en ébullition, et Jean avait assez de faire semblant que tout allait bien alors que c'était manifestement faux. Mais ma mère a insisté. Elle disait que ce serait agréable d'avoir une soirée où nous serions tous réunis pour agir comme une vraie famille. Elle a ajouté, la tension règne depuis des mois, nous avons besoin de repartir sur de bonnes bases. Juste un dîner, Betty. Juste une soirée sans dispute. Et parce que j'ai encore cette folie de croire que maintenir la paix a une valeur, j'ai accepté. J'ai dressé la table comme pour un jour de fête. J'ai cuisiné assez de nourriture pour nourrir une armée, car chez moi, la cuisine a toujours été ce qui adoucit les conversations difficiles. J'ai fait rôtir un poulet, préparer du riz, chauffer du pain, couper des fruits, et disposer les assiettes comme si je n'étais pas en train de nourrir une pièce pleine de ressentiment. Ma fille, Isa, m'a aidé à faire les allers-retours depuis la cuisine, silencieuse avec cette vigilance qu'elle adopte quand elle scrute l'atmosphère d'une pièce. Mon fils, Jesse, était assis à table, le nez sur son téléphone, les épaules légèrement voûtées, sa posture déjà sur la défensive. Avant même que quiconque n'ouvre la bouche. Jesse a 12 ans. Il est sensible. Calme, le genre d'enfant qui fait de gros efforts mais ne sait pas toujours comment les montrer. Il a un peu de retard scolaire, non par paresse, mais parce que son cerveau fonctionne différemment de ce que le système exige. Il a besoin de patience, de répétition et de quelqu'un qui le croit quand il dit qu'il essaie. Il est adorable. Il remarque tout. Il s'inquiète des sentiments des autres. Et il est à moi. C'est pourquoi j'étais à fleur de peau avant même que quiconque ne s'assoie, car ma sœur, Aaron, vivait chez moi depuis 3 mois. Avec ses 2 enfants, et chaque jour depuis son arrivée, j'avais l'impression qu'on me poussait lentement à bout. Aaron ne dit jamais merci. Aaron ne propose son aide que s'il y a une contrepartie. Aaron a cette façon de prendre toute la place, comme si tout lui était dû, comme si vous deviez être reconnaissant d'être utile à sa cause. 3 mois plus tôt, le mari d'Aaron l'avait mise à la porte. Il m'avait appelé en pleurant. Ce genre de sanglots incontrôlés qu'on n'a que lorsqu'on a atteint la limite de son propre déni. Il a dit qu'il n'en pouvait plus. Il était fatigué du drame, des dépenses, de la façon dont Aaron traitait tout le monde comme s'il n'existait que pour la servir. Il a dit qu'il lançait la procédure de divorce et que c'était fini. Aaron ne m'a pas appelé. Elle n'a pas demandé. Elle a annoncé. Elle s'est présentée à ma porte. Avec des valises, ses enfants l'air effrayés et épuisés, et mes parents derrière. Elle avec cette expression familière qui signifiait qu'ils avaient déjà décidé ce que je devais faire. Je l'ai laissé entrer pour les enfants. J'ai vidé la chambre d'amis, fait de la place dans les placards, installé un petit coin bureau dans la salle à manger pour que ses enfants puissent faire leurs devoirs. Je me suis dit que ce serait pour quelques semaines, 1 mois tout au plus. Aaron n'a jamais proposé de payer quoi que ce soit. Ni la nourriture, ni les factures. Ni même le papier toilette que ses enfants consommaient comme de l'eau. Pendant ce temps, Aaron trouvait étrangement l'argent pour de nouvelles chaussures, des rendez-vous chez le coiffeur et des sacs à main dont elle n'avait pas besoin. Quand je lui demandais comment elle se le permettait, elle haussait les épaules. En disant que nos parents l'aidaient. Plus tard, j'ai découvert qu'il lui envoyait de l'argent chaque semaine. Pas pour les courses, pas pour le loyer. Pas pour se reconstruire, mais pour les apparences. Et j'ai encaissé. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est temporaire. Ça va passer. Ne complique pas les choses. Ne traumatise pas les enfants. Jusqu'à ce dîner. Mes parents sont arrivés les premiers. Mon père portait une bouteille de vin comme s'il entrait dans un moment familial normal au lieu d'une cocotte minute.
Aaron est descendu. La dernière, prenant tout son temps, ses enfants sur ses talons. Elle s'est assise avec une assurance désinvolte qui m'a hérissé le poil, comme si elle avait oublié qu'elle était chez moi, à ma table, en train de manger la nourriture que j'avais préparée après une journée de travail épuisante. Au début, la conversation était rigide mais gérable. Mon père a essayé de parler de sport. Ma mère a interrogé Isa sur l'école. Les enfants d'Aaron restaient silencieux, jetant des regards à leur mère avant de répondre, comme s'ils avaient été entraînés à surveiller son humeur. Jessie fixait surtout son assiette. Je surveillais plus les mains de Jessie que son visage. Je fais toujours ça quand il est nerveux. Il tenait sa fourchette trop fort, ses articulations étaient blanches, son regard fixé sur son assiette, comme si, en restant concentré sur son repas, il n'aurait pas à regarder ce qui pourrait lui faire du mal. Puis Aaron s'est tourné vers lui. C'était si décontracté que c'en était presque imperceptible, comme si elle commentait la météo. Elle a regardé mon fils et a dit, certains enfants naissent simplement avec un train de retard. Puis elle a ri. Pas un petit rire, un vrai rire, comme si elle venait de dire quelque chose d'intelligent et s'attendait à ce que la pièce la félicite pour cela. Tout en moi est devenu glacial. Jessie n'a pas dit un mot. Il a juste posé sa fourchette doucement. Ce bruit n'aurait pas dû compter. Du métal contre de la céramique, un son faible, contrôlé, doux. Mais cela m'a frappé. Plus fort que le rire d'Aaron, parce que c'était mon fils qui se faisait tout petit en temps réel. C'était lui décidant que se défendre n'en valait pas la peine. C'était lui qui se refermait sur lui-même parce qu'il savait que cette table n'était pas un endroit sûr. Les yeux de ma mère se sont tournés vers moi. Immédiatement, paniqué. Mon père a essayé de changer de sujet trop vite. Parlant plus fort de quelque chose qui n'avait aucune importance. Aaron continuait de sourire comme si elle n'avait rien fait de mal. J'ai senti ma voix sortir avant même d'avoir réfléchi. Un train de retard, ai-je répété, laissant les mots flotter. Un train de retard, comme vous, toi et tes enfants. Qui est toujours dans ma maison à manger mes provisions? Aaron s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés comme si je l'avais giflé devant tout le monde. Ma mère a murmuré, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais c'était déjà en train d'arriver. Le moment avait déjà volé en éclats. Aaron a d'abord essayé d'en rire, comme elle le faisait toujours quand elle franchissait une ligne. Elle a dit que j'exagérais. Elle a dit que ce n'était qu'une blague. Elle a dit que j'étais trop sensible et que si Jessie ne pouvait pas supporter un peu d'humour, alors c'était peut-être là une partie de son problème. C'est là que je l'ai regardé droit dans les yeux et que j'ai senti quelque chose se mettre en place. En moi. Si tu es si drôle, ai-je dit, calme et tranchante, peut-être devrais-tu aller louer un comedy club au lieu d'habiter dans ma chambre d'amis. Un silence de mort est tombé sur la table. Les enfants d'Aaron ont arrêté de mâcher. Isa fixait son assiette. Jessie ne bougeait pas, mais je pouvais voir ses épaules se tendre comme s'il se préparait à ce qu'on lui crie dessus. Ma mère s'est levée à moitié, puis s'est rasseignée à s'asseoir comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains. Mon père a marmonné quelque chose à propos du timing, sur le fait que ce n'était pas le moment. Le visage d'Aaron s'est durci. Et puis elle a dit la seule chose qui me donnait toujours envie de jeter quelque chose. Eh bien, si c'est un tel fardeau, a-t-elle lancé, peut-être. N'aurais-tu pas dû proposer en premier lieu? J'ai posé ma fourchette. Lentement. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai éteint la cuisinière comme si je clôturais la soirée, et je suis revenu à table avec un calme que je ne ressentais pas. Très bien, ai-je dit. Alors considère ceci comme ton préavis. Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Ma mère a dit que je faisais du mélodrame.
Mon père a dit que j'empirais les choses. La voix d'Aaron a grimpé, insistant sur le fait qu'elle n'avait nulle part où aller, que j'étais sans cœur, que je faisais subir cela à ses enfants. Ces enfants ont commencé à pleurer doucement, comme s'ils avaient déjà entendu cette dispute et savaient exactement où elle menait. Jessie a repoussé sa chaise et a quitté la table sans un mot, se dirigeant vers sa chambre, comme s'il essayait de disparaître. Je l'ai regardé partir, et quelque chose en moi s'est durci. Encore plus. Je ne fais plus ça, ai-je dit. Vous avez jusqu'à la fin du mois. J'aiderai pour le premier loyer ailleurs, juste pour m'assurer que les enfants ne se retrouvent pas à la rue. Mais après ça, vous vous débrouillerez. Seul. Aaron me fixait comme si elle ne pouvait pas concevoir que les conséquences s'appliquaient à elle. Ma mère semblait vouloir me supplier de revenir en arrière. Mon père avait l'air fatigué, de cette manière dont les hommes semblent l'être quand ils ont encouragé une situation trop longtemps. Et maintenant, il voit la note arriver. Et Aaron, ma sœur, était assise à ma table, dans ma maison, mangeant ma nourriture, et agissait comme si j'étais là. Méchante pour avoir enfin osé dire les choses clairement. Quand le dîner s'est enfin terminé et que tout le monde s'est éparpillé dans les recoins de la maison, je suis allé dans la buanderie et j'ai pleuré jusqu'à en avoir la gorge nouée. Non pas parce que je regrettais ce que j'avais dit, mais parce que je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Aaron agissait comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui m'a le plus stupéfaite. Pas le manque d'excuses, je n'en attendais pas, mais la façon dont elle se déplaçait dans ma cuisine comme si la dispute de la veille avait été une scène tirée de la vie de quelqu'un d'autre. Elle se tenait près de mon comptoir, avec l'un de mes mugs, sirotant son café, faisant défiler son téléphone avec son pouce, comme si elle s'ennuyait, comme si elle attendait que je retrouve la raison et que j'annule la limite que j'avais fixée. Mon petit ami, Marco, était dans le couloir en train de nouer les lacets de Jessie pendant qu'Isa remplissait son sac à dos. La routine du matin chez nous est habituellement un rythme régulier. Ce jour-là, cela ressemblait à un numéro d'équilibriste sur du verre pilé. Les enfants d'Aaron n'ont pas levé les yeux. Ils mangeaient des toasts à la confiture sans vraiment y toucher. Yeux baissés, épaules rentrées, se déplaçant prudemment. Leur silence m'a mise plus en colère que l'assurance d'Aaron, parce que les enfants ne deviennent pas si silencieux à moins d'avoir appris qu'il est plus sûr de se taire que de parler. Isa a croisé mon regard une fois au-dessus du comptoir. Pas de mots, juste un regard qui disait qu'elle comprenait bien plus qu'elle ne devrait avoir à comprendre à 10 ans. Marco m'a attrapé quelques minutes plus tard dans l'embrasure de la porte, quand Aaron était hors de portée d'oreille. « Ça va » a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, mais c'était le genre de hochement qui signifiait que je me tenais par la force. Son regard est resté fixé sur le mien, stable et sérieux. « Tu es sûr ? » Pour le délai, a-t-il demandé. « Oui, ai-je répondu, je dois l'être. » Il n'a pas discuté. Il n'a pas fait la morale. Il a juste embrassé mon front rapidement et a dit, « Alors, on le fait. » Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Un compte à rebours jusqu'à la fin du mois. Inconfortable, mais gérable. Au lieu de cela, l'atmosphère de la maison a changé. Cela a commencé doucement, presque de façon niable. Aaron claquait les portes plus fort que nécessaire. Elle laissait des assiettes dans l'évier sans les rincer, comme si elle voulait que je voie le désordre et que je choisisse entre le nettoyer ou vivre avec. Elle oubliait d'essuyer le comptoir après que ses enfants y aient fait des miettes, puis passait devant comme si elle était aveugle. Dès le deuxième jour, cela semblait intentionnel, pas désordonné, mais stratégique. Aaron voulait que j'explose. Elle voulait un moment qu'elle pourrait pointer du doigt plus tard en disant, « Voyez, c'est pour ça qu'elle est impossible. »
C'est pour ça qu'on a dû partir. C'est pour ça que je suis la victime. Je gardais ma voix calme. Je lui demandais de ranger derrière elle. Je lui rappelais le délai de fin de mois. Je lui répétais que j'aiderais pour le premier loyer juste pour offrir un atterrissage en douceur aux enfants, et qu'après, elle serait seule. Elle esquissait un sourire en coin quand je le disais, comme si elle ne me croyait pas. Ce soir-là, ma mère a appelé. Je n'avais même pas besoin de répondre pour savoir ce que ce serait. Sa voix a un ton particulier quand elle se prépare à aplanir les choses, comme si elle avait déjà décidé que vous aviez tort, et qu'elle allait vous aider à le voir gentiment. Elle ne le pensait pas, a dit ma mère dès que j'ai décroché. Aaron est sous une pression énorme. Elle est embarrassée. Elle a peur. Elle a ridiculisé mon fils, ai-je répondu. Ma mère a soupiré. Betty, Jessie a des difficultés à l'école. Peut-être que tu projettes. Peut-être que tu es sensible parce que tu es inquiète. J'ai failli rire, mais c'est sorti avec amertume. Je suis inquiète. Parce que des gens comme Aaron disent des choses comme ça et ensuite en rient. C'est ta sœur, a dit ma mère comme si cela devait tout effacer. Elle a 2 enfants. Tu ne peux pas juste les mettre à la porte. Je n'ai pas mis les enfants à la porte, ai-je dit, gardant ma voix égale. J'ai dit à Aaron qu'elle avait jusqu'à la fin du mois. J'ai offert d'aider pour le loyer. C'est plus que généreux. Ma mère a baissé la voix comme si elle partageait un secret. Ton père et moi, nous l'aidons. Je sais, ai-je dit. Et elle ne l'utilise pas pour nourrir ses enfants ou économiser pour un logement. Elle achète des choses. Ce n'est pas juste. Ma mère a éclaté, tu ne sais pas ce dont elle a besoin. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je sais ce que coûtent mes courses. Je sais ce que coûtent mes factures. Je sais ce que ça coûte d'avoir 6 personnes dans cette maison alors que seulement 2 d'entre nous travaillent et paient. Ma mère s'est tue, puis a essayé à nouveau avec émotion. S'il te plaît, n'empire pas les choses, a-t-elle murmuré. Tu ne veux pas être la raison pour laquelle la famille s'effondre. Cette phrase a atterri comme une vieille chaîne autour de ma cheville. La raison. Celle qui cause la fissure. Celle qui aurait dû rester silencieuse. J'ai terminé l'appel poliment, mais mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone. 2 jours plus tard, Aaron a raté la sortie d'école. Ce n'était pas un problème de circulation. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Jessie et Isa sont rentrés en bus, confus et silencieux. Et les enfants d'Aaron ont été déposés par une voisine qui avait l'air mal à l'aise, même en restant sur mon porche. Aaron est arrivé 40 minutes plus tard comme si rien ne s'était passé, portant un sac de shopping et un soda. Tu as oublié tes enfants, ai-je dit. Elle a cligné des yeux lentement. Oh, désolé. Je ne savais pas que j'étais ta nounou non payée maintenant. Marco était dans l'embrasure de la porte, observant. Il n'a pas dit un mot, mais sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai pu voir le muscle sauter. J'ai senti ma colère monter, brûlante, mais je l'ai ravalée. Aaron voulait de la chaleur. Aaron voulait du bruit. Aaron voulait que je devienne l'histoire qu'elle était déjà en train d'écrire. Ce soir-là, je l'ai surprise dans le salon avec mon père en haut-parleur. Elle faisait les 100 pas, la voix forte et dramatique, parlant de l'insécurité qu'elle ressentait ici, du fait que j'étais instable, que Jessie était irrespectueux, que j'utilisais la maison comme une arme contre elle. Ses enfants étaient assis par terre à regarder des dessins animés pendant que leur mère construisait un récit au-dessus de leur tête, comme si c'était un divertissement avant le coucher. Quand elle m'a vu, elle ne s'est pas arrêtée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a continué de parler.
C'est là que j'ai compris. Le dîner n'avait pas été le véritable tournant. Le vrai tournant. C'était qu'Aaron avait décidé qu'elle allait me punir pour avoir enfin dit non. Et elle n'allait pas le faire discrètement. Je n'avais pas prévu de rentrer tôt. Ce jour-là. Mon emploi du temps ne le permettait presque jamais. J'avais échangé mes shifts avec un collègue qui avait besoin de sa matinée, et pour une fois, l'univers m'a fait un petit cadeau. Je suis entré dans l'allée, pensant surprendre Isa, peut-être l'emmener manger une glace avant le dîner. Elle s'était montrée si courageuse à travers des semaines de tension comme une petite soldate, et je voulais lui offrir quelque chose de normal. Je suis entré par le garage, silencieusement. Mes clés déjà dans ma poche. Mon sac toujours sur mon épaule. La maison semblait différente. Pas bruyante, pas chaotique, juste bizarre. Au début, j'ai pensé qu'Aaron était peut-être encore au téléphone, construisant un autre dossier contre moi à voix haute. Puis je l'ai entendu. Clairement, des voix à l'étage. La voix d'Aaron, inimitable, puis des rires. Pas des rires décontractés, pas le petit rire poli qu'on fait quand on croise quelqu'un dans un couloir. Ce rire était chaleureux, familier, partagé. Ma poitrine s'est serrée. Je suis resté immobile au pied des escaliers, une main sur la rampe, mon souffle si court que je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Je ne voulais pas savoir. Je sais qu'il y a un moment avant certaines vérités où votre corps vous supplie de faire demi-tour pour préserver la version de votre vie qui existe encore si vous ne confirmez rien. Mais mes pieds ont bougé quand même. J'ai monté les escaliers lentement, chaque pas semblant trop bruyant, même si la maison était calme. Le couloir semblait plus long que d'habitude. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte au bout. Comme si elle m'invitait à voir quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Je n'ai pas eu besoin d'en voir beaucoup. Aaron était debout, trop près d'eux. Marco. Il lui tournait le dos, la main d'Aaron reposant sur son bras d'une manière qui n'avait rien d'accidentel. Il ne se reculait pas. Ses épaules étaient détendues, confortables, comme si ce n'était pas la première fois. Ma vision s'est brouillée instantanément. J'ai reculé avant qu'il ne puisse me remarquer. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas confrontés là-bas. Je ne me souviens même pas comment je suis redescendu. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû agripper la rampe pour ne pas m'effondrer. Je suis resté dans la cuisine et j'ai attendu. 5 minutes ont passé, peut-être 10. Le temps fait des choses étranges dans cet espace. Mes mains étaient engourdies. Mes pensées galopaient et se figeaient en même temps. Chaque souvenir des dernières semaines s'est réorganisé avec une clarté qui semblait cruelle. Les portes qui claquent. La sortie d'école ratée, les sourires en coin, la façon dont Aaron regardait Marco quand elle pensait que je ne regardais pas. Puis elle est descendue seule. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle se recoiffait, vérifiant l'appareil. Photo de son téléphone, ajustant son haut comme si elle se préparait à quitter la maison. Quand elle m'a enfin remarqué, ses yeux se sont levés, et pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. Du calcul. Je lui ai posé une seule question. Depuis combien de temps ça dure? Elle s'est figée, puis a incliné la tête comme si elle décidait quelle performance me donner. Confusion, innocence, ou honnêteté tordue juste assez pour faire mal. Puis je l'ai vu. Ce demi-sourire suffisant, celui qui dit « j'ai quelque